commencer, merci de m'avoir convié à cet atelier, puisque ça poursuit un travail déjà entamé avec l'équipe de Figura et un certain nombre de chercheurs de Paris 8, où on essaie de réfléchir à la traduction et de la littérature numérique et sa théorisation aussi. Bien, donc je vais commencer par une citation de Michael Joyce. Donc je vais vous présenter Afternoon déjà. Quelques diapos. Donc ça, c'est uniquement l'écran d'accueil pour vous montrer un petit peu le dispositif et l'interface qui est déjà assez daté. Bien. Donc, doté de deux esprits, le mien et son silicone augmenté, j'ai entamé un lent processus d'apprentissage consistant à considérer ce moi dédoublé et dont le dédoublement ne date pas vraiment d'hier, comme un et un seul. C'est en ces termes que Michael Joyce décrit son expérience d'écriture dans un environnement numérique, soulignant l'externalisation de la mémoire, laquelle conduirait, à l'en croire, au dédoublement de soi. L'écriture est de fait la traduction, et toujours déjà pluralisée par le médium, marquée par une altérité intrinsèque, que Michael Joyce signale jusque dans le titre du recueil d'essais dont est tirée cette citation, « Of Two Minds ». Quid de notre mémoire collective de traducteurs-lecteurs ? Comment entrer, pour ainsi dire, dans les pas de la main appareillée de l'auteur, qui anticipe des possibles en doublant son texte de strates de code pour générer des liens conditionnels, lesquels guident, contraignent et brouillent tout à la fois le geste du lecteur-traducteur. Car il s'agit bien ici d'une pratique appareillée, au même titre que toute écriture, laquelle fait par définition appel à un support et le plus souvent à un outil prosthétique qui vient prolonger la main du scripteur. La question du support est toutefois centrale ici, car il s'agit moins d'un support scriptural proprement dit que d'un subjectile, terme que j'emprunte à la peinture pour désigner ce qui est, et ici je cite Derrida, à la fois un support et une surface, parfois aussi la matière d'une peinture ou d'une sculpture, tout ce qui en elle se distinguerait de la forme autant que du sens et de la représentation, ce qui n'est pas représentable. Le subjectile n'a pas d'autre consistance que celle de l'entre-deux. Telle est l'une des définitions qu'en donne Derrida, lecteur d'Artaud, des définitions qui trouvent incidemment un écho dans la manière dont Michael Joyce théorise sa propre activité d'écriture et sa labilité intrinsèque. L'imprimé demeure identique à lui-même, le texte électronique se substitue à lui-même, face au texte électronique, nous peignons sans cesse, chaque écran balayant ce qui était, telle une vague, pour s'y substituer. L'ombre de chaque lettre morte fournit la forme vivante de ce qui la remplace. Permettez-moi de revenir encore une fois au texte de Derrida pour préciser le rapport du subjectile à la traduction. Un subjectile paraît intraduisible, voilà l'axiome. Il organise un corps à corps avec Artaud, par quoi on peut entendre deux choses. D'une part, le mot subjectile ne se laisse pas traduire, avec toute sa parentèle sémantique ou formelle, du subjectif au tactile, de suppos, support ou succube à projectile, etc. Il ne traversera jamais la frontière de la langue française. D'autre part, un subjectile, à savoir le support, la surface ou le matériau, le corps unique de l'œuvre en son premier événement, à la naissance, ce qui ne se laisse pas répéter, ce qui se distingue autant de la forme que du sens et de la représentation, voilà encore qui défie la traduction. On ne le transportera jamais dans une autre langue, à moins de l'y importer intact, tel un corps étranger. Tout le paradoxe consisterait donc ici à importer non point un texte, mais une œuvre numérique dans son entier en la lançant intacte. Le terme est problématique, surtout chez Derrida. Voilà qui semble nous rendre la tâche impossible pour plusieurs raisons, ne serait-ce que parce que Michael Joyce ne cesse justement de nous inviter à exercer notre toucher, métaphore centrale s'il en est. La véritable interaction, si c'est possible, se situe dans la quête de la texture. Là, les esprits s'apparient. Indique Michael Joyce en préambule à la lecture d'Afternoon, soulignant ainsi que le procès même de l'œuvre, son tissage virtuel est concomitant d'une redéfinition de la subjectivité inscrite au cœur même du texte dans l'appareillage, au multiple sens du terme, des consciences écrivantes et lisantes. Or, s'en tenir à la seule composante de la langue naturelle, habituellement dévolue aux traducteurs littéraires, reviendrait à négliger,
voire à nier l'inscription matérielle, sociale, culturelle et historique de l'œuvre. Ce serait là une vision essentialiste d'un texte désincarné, perçu comme un élément transcendantal, pure œuvre de l'esprit, transposable à l'envie au fil des migrations d'un support à l'autre. Et si tant est que le texte puisse effectivement transcender son support, que faire du code, condamné à un avenir des plus incertains du fait même de sa labilité intrinsèque? Au même titre que la traduction assure la survie de l'œuvre dans l'altérité de la langue, qui en assure la vitalité, le code nécessite un transcodage pour pouvoir être lu par la machine, d'une part, mais aussi par les programmeurs, dont le travail consisterait, s'il restait en état, à s'intéresser, comme on peut parler d'une langue morte, à un langage tout aussi moribond, faute de praticiens, mais aussi faute de machines capables d'en effectuer la lecture. L'ombre de chaque lettre morte fournit la forme vivante de ce qui la remplace, nous dit donc Michael Joyce. Il n'est pas certain non plus que le code puisse être réduit à un élément non linguistique, ce qui exclurait de fait la possibilité d'une poétique du code. Traduire le code signifierait de fait l'expliciter, en déployer les ramifications tout en ajoutant les commentaires qui auraient pu être omis par le ou les programmeurs initiaux, comme le veut l'usage, à l'attention des lecteurs non machiniques. Mais peut-on encore parler de traduction dès lors qu'il s'agit plutôt d'exégèse technique ? Et voici que ressurgit le problème de la subjectivité à travers la double question de la visibilité et de l'autorité de cette figure, ou plutôt de cette hyperfigure, au contour tout aussi flou que celle du cyber-traducteur. Que faire enfin du subjectile, à savoir le support, la surface ou le matériau, le corps unique de l'œuvre en son premier événement, à la naissance, qui ne se laisse pas répéter, ce qui se distingue autant de la forme que du sens et de la représentation. D'ailleurs, ma citation était là. À ce stade de notre analyse, on retiendra parmi les métaphores que répète et déploie Michael Joyce au fil de ses différents essais ces deux notions un peu floues que sont l'interstice et le contour, pour éclairer ce qui ne se laisse pas répéter, et encore moins saisir, puisque moins qu'un événement premier, il s'agit de moments fugaces, constitutifs de l'œuvre, qu'il faut envisager ici comme un procès, voire une variation continue, prise dans un flux temporel qui ne cesse de boucler sur lui-même. Les contours ne sont pas des formes contenues dans le texte, l'auteur ou le lecteur, mais plutôt des moments qui expriment des relations entre ces trois entités, moments où le lecteur prend la forme de l'auteur. Il s'agit bien d'un texte scriptible au sens barthésien. Or, si traduire d'une langue à l'autre, c'est avant tout traduire des relations, comment le processus de traduction peut-il s'insérer dans les interstices d'un texte mobile sans par la même occasion imposer une forme à l'œuvre, c'est-à-dire sans vouloir forcer le figural à s'anéantir dans une figure, ou bien, ce qui revient au même, enfermer la contingence qui préside à l'agencement provisoire du texte dans une structure nécessaire. Cela reviendrait en effet à figer les formes chaotiques ou virtuelles qui travaillent le texte et conduisent à l'émergence d'un espace de visibilité et de lisibilité que chaque nouvel écran vient défaire à son tour. Car dans le travail de traduction, il s'agit bien de redéfinir les contours du texte, dans une lecture fantasmatique, tout entière tendue vers une forme idéale du tracé, je cite, « parce que dépourvu de toute griffure, de toute lésion », fin de citation, pourrait-on dire en paraphrasant Barthes dans son étude de Cy Twombly. Artiste avec lequel Michael Joyce partage, il semblerait, je cite à nouveau, l'idée d'une texture graphique, fin de citation, part non signifiante du figural qui renvoie au toucher, ou du moins à la mémoire d'une touche, posée, à peine, à même le subjectile qui l'incorpore. J'ai en effet conçu les mots qui ont une texture, des mots qui cèdent. C'est words that yield, donc la traduction en français est impropre à chaque fois. Dans Afternoon, comme quelque chose qui serait de l'ordre du souvenir qui revient par glissement lorsque nous perdons le fil, découvert en des endroits où le lecteur pourrait littéralement appuyer sur le texte, caresser, démêler, extruder la langue. Cependant, l'objectif de la fiction hypertextuelle multiple est de créer une histoire, l'histoire de son propre récit, l'assurance du toucher, de la tête aux pieds. Au pied, ça devrait être au pluriel d'ailleurs.
Or, Afternoon mobilise toute une palette métaphorique liée au toucher, comme vous avez pu l'entendre, voire un imaginaire de l'haptique, c'est-à-dire une fonction du toucher propre à la vue et qui n'appartient qu'à elle, distincte de la fonction optique, selon la définition deleuzienne. Quelles sont les modalités d'un toucher à plusieurs, qui peut se comprendre ici comme un partage du sensible? En d'autres termes, une esthésie, où se réagenceraient les subjectivités sur un mode collectif. En effet, le texte de l'œuvre qui nous touche aussi, et surtout sur son dehors asémantique, en tant qu'il s'incorpore dans le corps graphique, voire rythmique du subjectile, relève donc de cette part de l'haptique. Dans l'espace haptique ou espace lisse d'Afternoon, le parcours du lecteur-traducteur se fait nomade, cherchant d'autant moins à atteindre un point précis que ce point est non seulement aveugle, mais mobile. Or, l'espace lisse renvoie à la non-linéarité et à l'absence de hiérarchie, c'est-à-dire à une vision idéale d'un hypertexte électronique qui serait libéré des contraintes du récit traditionnel, vision dérivée d'une interprétation abusive, voire erronée, des penseurs de la soi-disant French Theory, qui est une invention américaine, par les théoriciens de l'hypertexte, tels George Landau ou J. David Bolter. Ces derniers voyaient en effet dans l'hypertextualité électronique la confirmation des théories dites post-structuralistes relatives à la textualité en général. La difficulté consiste donc à penser la traduction du virtuel sans retomber dans le fantasme métaphysique d'un texte idéal dont chaque parcours traductif ne serait qu'une instantiation imparfaite. Il s'agit donc pour nous de penser la traduction sur un mode toujours dédoublé, comme le point d'intersection mobile où se rencontrent des possibles, ou plutôt comme un nœud intersubjectif où se recompose l'autorité, sur un mode qui échapperait à une cartographie euclidienne et renverrait à des espaces topologiques complexes, dans le sillage de la définition que donne Michael Joyce de l'interstitiel, c'est-à-dire le lieu où le lecteur écrit véritablement le texte, l'interstitiel, que je perçois désormais comme le difféomorphisme, où un point ne correspond soudain plus à ses propres coordonnées. C'est la capacité de percevoir ce point, appelons-la forme, qui rend possible une véritable interactivité. Elle nous donne à la fois, il y a plein de fautes de frappe, un espace dans lequel pénétrer et dans lequel nous pouvons déplacer le texte. Elle remplace ainsi l'auteur dans le double sens de remplacer. Par ailleurs, il y a dans Afternoon toute une logique de l'accident. L'intrigue, si elle résiste aux multiples déplacements du texte, tourne autour d'un accident de voiture dont le lecteur ignorera tout. Inscrit dans les marges fluctuantes du texte, cet accident hante la mémoire de Peter, principal narrateur d'Afternoon, et laisse flotter ses conséquences comme pure virtualité textuelle jamais instanciée. Donc ça c'est la capture d'écran. Je veux dire que j'ai peut-être vu mourir mon fils ce matin. Cette indécision qui, par ailleurs, inscrite comme moteur textuel, laisse entendre qu'elle pourrait se résoudre par et dans l'activation des parcours de lecture, sans rien privilégier, ni dans un sens ni dans l'autre, dit encore la lexie d'ouverture pointant d'emblée la faillite du régime signifiant. Voilà, donc c'est commence ou commencer ou départ, on peut cette première lexie. Donc elle souligne in fine l'ouverture dans laquelle subsiste le texte, une ouverture à prendre au sens plein d'absence de clôture, de sorte que ce sont bien en dernier recours les limites mêmes du texte, ses propres contours, qui sont ainsi rendus contingents, inscrits par et dans l'acte de lecture auquel le texte résiste pourtant, se positionnant donc d'emblée toujours en dehors, de l'autre côté ou sur l'autre bord de cet acte qui clôt le texte. Or, l'émergence de contours s'inscrit bien dans la temporalité d'un procès de remémoration que l'intrigue du texte met en abîme. Procès qui, en outre, rend compte d'un perpétuel mouvement de reconfiguration, de moment de l'œuvre, à travers l'action du lecteur-auteur, qui joue le texte comme l'on jouerait tout à la fois une partition ou qu'on jouerait d'un instrument. Il y a quelque chose de figural dans la lecture d'Afternoon qui relève de l'émergence d'un fond sans fond, propre au subjectile,
qui se retire et s'efface sous les couches qui se superposent dans un double mouvement infini de configuration et de défiguration du sens par la traduction, geste d'écriture collective et appareillée qui se dédouble en lignes et réseaux à travers, par exemple, quand on travaille comme on a pu le faire à Paris 8 sur la traduction d'Afternoon, qui s'est dédoublé à travers des documents partagés dans les nuages, imposant leurs propres strates et contraintes interfaciques aux fenêtres ou espaces d'écriture, selon la terminologie de Jay Bolter, du logiciel StorySpace sur lequel est basé Afternoon. Je profite de cette parenthèse pour signaler, donc en effet, on a travaillé sur la traduction collective d'Afternoon avec un certain nombre de gens, dont Stéphane Van der Haag, avec qui j'ai coécrit plusieurs articles cherchant à théoriser la traduction d'Afternoon, et dont je reprends un certain nombre de points ici. Donc comme ça, je lui rends quand même aussi ce qui lui revient. Donc je continue. Chaque traduction retrace d'abord en aveugle, ou du moins à tâtons, les contours du texte, qui ne se relèvent qu'après coup, par-delà le simple respect des chaînes isotopiques, car la syntaxe même de la langue se trouve mise à mal par l'interruption des encres invisibles qui doublent le texte momentanément affiché à l'écran. Or, si l'architecture d'un livre nous est familière, il est impossible de cartographier mentalement la topologie complexe d'Afternoon, qui compte pas moins de 948 liens, travaillant à miner la structure. Le paradigmatique informe en effet le syntagmatique, générant des configurations entrelacées, mais toujours mobiles, que l'on ne saurait séparer de l'architecture invisible composée par les réseaux d'hyperliens, et de manière plus générale de son environnement logiciel, le code étant indissociable du texte qui l'anime. Le traducteur se trouve face à un double bind, ou la double bande du ruban de Möbius, peut-être, soit traduire la lettre du texte, important la syntaxe hypertextuelle dans la langue cible au détriment du sens, ou à l'inverse, s'attacher à l'esprit du soi-disant original, tout en réprimant les forces chaotiques qui travaillent Afternoon pour se stabiliser néanmoins un temps sous forme d'îlot de stabilité, sans quoi ce serait illisible. Les hyperliens fonctionnent en effet comme une métagrammaire qui régit la performance de l'œuvre. La simple transposition de l'architecture générale des hyperliens, conjuguée avec la traduction du contenu de chaque écran, ne rendrait sans doute pas justice aux subtilités combinatoires d'une langue hybride, car d'ores et déjà teintée d'étrangèreté par le code qui la sous-tend, pour refaire parfois surface sous une forme poétique, à savoir ce qu'on appelle le code work, qui est un code qui parfois peut être lisible par l'homme, exécutable par la machine, parfois non, parfois c'est un code brisé. J'en montrerai un exemple tout à l'heure, ou même à l'instant d'ailleurs, vu que, oui, c'est bien là que ça se passe. Alors, si cet exemple que vous voyez se compose de lignes de Lisp, donc qui est un langage basé sur les listes, d'où son nom, elles sont non exécutables. Mais le code s'adresse néanmoins ici métaphoriquement à la machine tout en invitant l'homme à une lecture tout à la fois technique, ce que fait potentiellement le code, et poétique dans sa relation métacritique au dispositif comme à la langue naturelle. Or, pour pleinement comprendre les enjeux poétiques du codework, le traducteur n'a d'autre choix que de se dédoubler, ou bien d'interroger un programmeur sensible à l'esthétique du code. Nouveau partage du sensible qui touche cette fois à la limite de la traduction en la faisant basculer dans le domaine du transcodage et de la remédiation. Donc la question qui se pose ici, c'est l'approche collective permet-elle toutefois de rendre compte de, je cite Joëlle Gauthier, ici présente, de la structure subjective de l'hypertexte. Fin de citation. Sans enfermer la traduction dans une expérience de lecture individuelle. Car le risque consiste à trop infléchir les parcours en donnant peut-être un peu trop de relief à tel ou tel lien invisible dans notre sensibilité, nous porterait à forcer la texture, le texte d'une encre fonctionnant aussi comme un titre. Ce que j'appelle une encre, donc, c'est quand les liens ne sont pas apparents dans le texte. Alors mettons que corporate soit cliquable. Bon là, ou nil, ça sera mieux.
à la 4e ligne, mettons qu'il soit cliquable, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est cliquable ou non. Mais cela dit, une fois que vous avez cliqué dessus et que vous vous rendez compte qu'il s'agit bien d'un point d'entrée vers un autre écran, c'est comme un titre de chapitre. Or, Joël Gauthier propose un travail de documentation préalable qui consisterait à délimiter des parcours types à partir d'un échantillon représentatif de lecteurs. Proposition qui n'est pas sans soulever plusieurs problèmes quant à l'inscription de la subjectivité du traducteur dont l'autorité se trouve amputée, si tant est que son efficacité en soit amplifiée en retour. La traduction relève-t-elle d'un lecteur idéal, garant d'une lecture moyenne, ou bien s'agit-il d'une relecture qui, dans le cas qui nous intéresse, mettrait en jeu une subjectivité composite à la mémoire morte, sans doute morte parce qu'elle est sur différents supports, elle est inscrite sur différents supports qui deviennent statiques, et à la sensibilité partagée, et dans ce cas-là ouverte, toutes deux, sur et composant avec ce que Joyce appelle other-mindedness, donc une altérité de l'esprit. C'est très difficile à traduire, other-mindedness, là. Donc, deux régimes de lecture semblent s'opposer ici. Mais tout n'est peut-être pas si simple. Une première lecture aveugle, qui reposerait sur un imaginaire nomade de la carte, nourri par l'expérience partagée de nos lectures successives, lectures intuitives d'un texte parcouru à tâtons. Cependant, dès lors que le logiciel StorySpace permet l'exploration du texte par mots-clés, mais ça uniquement ce qu'on appelle le métalecteur y a accès pour Afternoon, il faut avoir accès vraiment à l'œuvre originale de l'auteur et non pas celle qui est commercialisée, parce que vous n'aurez pas accès aux mots-clés. Cette logique terminologique transforme l'œuvre en base de données et constitue un autre mode de lecture où la traduction se trouve contrainte par l'hypertrophie du paradigmatique. Un tel parcours privilégie en effet la segmentation et la décontextualisation, accentuant la granularité des nœuds textuels. En outre, à l'inverse de la mort libératrice que célébraient les premiers théoriciens de l'hyperfiction électronique, tels Landau, inspirés des lectures, entre autres, donc je l'ai déjà cité, les post-structuralistes Barthes, Foucault, Derrida et les autres, on assiste au retour d'un auteur à l'identité et aux contours fluctuants via l'interface numérique. Bon, j'ai une citation de Janet Murray qui dit que la leçon que nous enseigne Zork, un jeu auquel vous avez peut-être joué si vous êtes assez vieux, et que la première étape qui consiste à créer un monde narratif qui soit suffisamment séduisant, consiste à scripter l'interacteur, donc à écrire, à rédiger le script de l'interacteur. L'interacteur étant un autre terme pour désigner le rapport du lecteur à une œuvre électronique avec laquelle on est tout le temps en interaction. Or, les liens conditionnels qui sous-tendent le texte d'Afternoon remplissent précisément cette fonction, programmant de manière semi-aléatoire les multiples parcours du lecteur. Et en ce sens, le lecteur, et a fortiori le traducteur, apparaît lui-même comme un des composants de l'œuvre, un des éléments de son écriture, dans une sorte de boucle récursive infinie. Le texte génère son lecteur, pur produit machinique, qui génère le texte en retour. Bon, alors voilà, Michael Joyce nous dit la véritable interaction, si c'est possible, se situe dans la quête de la texture. Là, les esprits s'apparient, je l'ai déjà cité. Ce qui nous indique bien, il nous indique ça en préambule, et ce qui correspond donc à une redéfinition des subjectivités, je l'ai déjà dit. Or, lorsque nous lisons Afternoon, la présence spectrale du code sous-jacent se dérobe sans doute sous le flux narratif qu'il libère et qui le fait basculer dans l'oubli, ou tout au moins dans une forme de transparence qui nous rend aveugles à l'interface. On privilégie à la lecture sans doute moins l'encre et sa logique conditionnelle que la langue naturelle, dans une première démarche en tout cas, infléchissant dès lors les choix de traduction en fonction d'une dynamique propre au désir qui traverse la base de données sous-jacente sur le mode de la dérive plus que de la raison. Mais en même temps, et de façon problématique, le code ne cesse pour autant de hanter cette surface textuelle en rendant le reflux narratif chaotique, en venant flouter les marges d'un récit qui se fait de plus en plus réticent, bégaye toujours un peu plus à mesure qu'on le pénètre en profondeur,
traversant ces différentes strates qui se recouvrent et se découvrent, voilant et dévoilant à la fois, comme une origine traumatique qu'on ne parviendra pas à ressaisir. Cette origine traumatique étant aussi celle de l'accident dans la diégèse. Donc d'un point de vue thématique, le déjà vu, ou ici en l'occurrence le déjà lu, ou l'effet de déjà lu, qui se manifeste par exemple dans les variantes et combinatoires qui rapprochent begin, commence. Je vous laisse découvrir, je le lis peut-être très rapidement. Donc commence. J'essaie de me souvenir de l'hiver, comme si c'était hier, dit-elle. Mais je ne privilégie rien. Je suis désolé pour les fautes de frappe, j'aurais vraiment dû faire attention. Ni dans un sens, ni dans l'autre. À partir de 5 heures, le soleil se couche et le bitume se couvre à nouveau d'une nappe de verglas qui avait fondu au cours de l'après-midi. Tentacules de cristal et palmes de glace. Fleuves et continents assaillis par la peur, et nous descendons alors de voiture. La neige gémit sous la semelle de nos bottes, et les chaînes se succèdent soudain le long de la clôture en une explosion de lignes de fuite. Les éclats d'obus se figent comme des reliques. La glace lointaine tonne au loin. Voilà l'essence du bois, indique ses fragments. Quant à cette obscurité, de l'air, de la poésie, dit-elle, sans aucune émotion, ni dans un sens, ni dans l'autre. Tu veux que je te raconte cette histoire ? Voilà comment ça se présente dans l'interface en anglais. Et on a begin et false beginning. Donc commence, recommence, c'est un des choix auxquels on était parvenu, mais bon, on pourrait opter pour départ, faux départ aussi. Recommence. J'essaie de me rappeler hier, comme si c'était l'hiver, dis-je, mais elle ne précise rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Vers 17 heures, le soleil se lève déjà, et la neige gelée la nuit se remet à fondre sur l'asphalte, formant des rivières de cristal, des pieuvres assaillies par la peur. Nous avançons alors vers la voiture, la neige explosant sous nos bottes, les chaînes gémissant en série, la glace tonne au loin. C'était de la poésie, dit-elle, sans émotion, ni dans un sens, ni dans l'autre. Tu vois ? Donc ces deux lexis, qui est un terme emprunté, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais un terme emprunté à Barthes par George Landau. Donc c'est un emploi abusif de lexis, mais ce qui permet de définir ces espaces-là d'écriture. Il y a plusieurs manières de les nommer, nœuds, espaces d'écriture, lexis. Vous m'entendrez les répéter à plusieurs reprises. Donc les termes certains des mots, voire des passages qui sont contenus dans ces deux lexis sont repris mot à mot, mais sous forme éclatée, parfois sous forme d'un seul mot, isolé, à l'intérieur d'un espace, au fil de nos lectures. Ce qui fait qu'on se retrouve à recomposer sans cesse un texte, tout en pensant l'avoir déjà lu, déjà vu, reparcouru, pris dans une boucle, finalement, dont nous n'avons pas la maîtrise parce qu'on avance à tâtons à travers le texte. Or, ces répétitions participent, de mon point de vue, d'une hantise propre au trauma qui, comme le montre Cathy Carruth, dépasse la simple répétition compulsive en ce qu'il s'articule sur l'impérieuse nécessité d'un témoignage, paradoxalement impossible, le nôtre. Donc je cite Carruth, « Si l'expérience traumatique, comme le suggère Freud, est une expérience qui n'est pas entièrement assimilée au moment où elle se produit, alors ces textes, chacun à son tour, interrogent ce que cela signifie que de transmettre et d'élaborer des théories autour d'une crise marquée non par la simple connaissance, mais par les différentes façons dont elle défie et exige notre témoignage dans le même temps. » C'est sans doute cette connaissance problématique, fuyante, cette assimilation incomplète d'une textualité située à mi-chemin entre code informatique et langue naturelle, à laquelle le traducteur se doit dorénavant de faire face. Le voici confronté à un texte qui s'enfonce dans les plis d'une expérience qui, dans sa virtualité et sa singularité, dans sa performativité aussi, tient lieu d'événements intraçables. Le voici encore témoin d'un texte qui, dans ses replis baroques, sous le drapé opaque dont il se pare, n'a, en tout état de cause, jamais eu lieu. C'est aussi sans doute ce qui pousse Catherine Hales à associer l'opacité du code à l'inconscient psychanalytique, en se risquant même à énoncer la proposition suivante : le code informatique est à la langue ce que l'inconscient est à la conscience. Et d'ajouter, en poussant l'analogie un peu plus avant, dans notre culture marquée par l'usage intensif des ordinateurs, le code est l'inconscient du langage.
Ce qu'il faut comprendre ici, dans le contexte d'une langue sans cesse médiatisée, relayée, encodée, décodée, voire traduite par des machines informatiques. Elle précise encore, donc Catherine Hales, que le code manifeste sa présence à l'instar d'un lapsus lorsque le programme n'exécute pas la séquence attendue. Le trauma dont on fait l'expérience consciente, mais dont le souvenir échappe à la langue, a des affinités structurelles avec le code. Comme le code, il est lié à un récit sans être lui-même récit. Comme le code, il se trouve ailleurs que sur la surface linguistique, tout en ayant la capacité d'influer sur cette surface. Comme le code, il est intimement lié à des états somatiques situés en deçà du seuil de la conscience. Dans les exemples qu'elle analyse, Hales voit dans la médiation du code une possibilité thérapeutique, consistant à se réapproprier l'espace traumatique pour permettre à l'événement traumatique d'accéder à la conscience, sans passer par la sphère linguistique à laquelle il échappe. Cependant, le code inscrit, ou plutôt chiffre, une mémoire illisible, inaccessible, que l'on peut, certes, associer au trauma, mais qui fonctionne ici sur un mode ironique vis-à-vis d'une quelconque vérité psychanalytique, scientifique ou métaphysique. Citant Vico, Michael Joyce nous invite à un autre rapport à l'épistémé, rapport fondé sur une relation non cartésienne de l'individu au monde qui ne tiendrait plus l'imagination pour suspecte par opposition au jugement de la raison, mais y verrait une source de connaissance. La science des choses humaines, revendiquée par Vico, aurait un caractère de vérité égal ou supérieur aux sciences de la nature. Or, si Vico n'échappe bien entendu pas à la métaphysique propre à son époque, en ce qu'il recherche des universaux qui transcendent les particularismes des nations, la vérité chez Michael Joyce s'inscrit dans le champ de l'expérience individuelle et non dans le reflet de quelque réalité transcendantale qu'il conviendrait de saisir par la puissance du raisonnement, ce qui pourrait être le risque de l'interprétation du trauma comme un lieu inaccessible qui transcenderait l'expérience d'une certaine manière. Bon, c'est une lecture un peu abusive de ma part, mais qui sert mon propos. Donc je vous laisse découvrir derrière la traduction qu'on a pu faire de la traduction anglaise de Vico. Donc il n'est pas certain non plus que le code puisse être réduit entièrement à un élément non linguistique, comme le laisse entendre Hales, ce qui exclurait le travail du traducteur. Une fois ouverte la fameuse boîte noire technologique, les lignes de code restent en effet lisibles, même sous forme binaire. Bon, il faudrait sans doute un effort surhumain pour décrypter un programme en langage machine, mais le principe du calcul en base 2 reste valide. Ça ne nous est pas inaccessible. Le code est de fait interprétable, manipulable et peut faire l'objet d'une mise en forme poétique. C'est pourquoi je pense que le trauma aurait plutôt partie liée à l'archive en tant qu'elle est dépositaire d'une mémoire inaccessible, car toujours tournée vers sa propre itération, c'est-à-dire ouverte sur un avenir. Dislocation apocalyptique du temps, l'archive participe à la fois de la promesse et du trauma, de la révélation comme de l'obfuscation du sens, reflétant en cela le fonctionnement de l'œuvre, prise dans sa totalité insaisissable, ou insaisissable comme totalité, car toujours déjà travaillé par le mouvement de la différence. Quant à notre expérience de lecture, sans placer le lecteur dans un état d'amnésie post-traumatique qui serait l'exact miroir de celle qui semble frapper Peter, le personnage, qui a peut-être vu mourir son fils ce matin-là, mais n'arrive pas à recomposer l'événement, Afternoon nous confronte néanmoins à une surcharge cognitive qui excède nos capacités mémorielles et nous empêche de tenir ensemble tous les fils. Et quand bien même nous serions capables de transcender ces limites, certaines variantes narratives n'en restent pas moins incompossibles. En effet, les parcours multiples proposés ne respectent pas forcément le principe de non-contradiction qu'une telle hypothèse présuppose, ce qui relance sans cesse la quête du lecteur et du traducteur vers l'élaboration d'un impossible diagramme qui engloberait tous les points nodaux de l'œuvre. Au fil des lectures d'Afternoon, par exemple, il s'avère que les parcours secondaires évacuent le plus souvent la question qui, tout à l'heure, encore hantait le personnage principal, à savoir la mort de son fils, et proposent même parfois des intrigues totalement contradictoires. La vérité du texte relèverait donc d'une expérience de lecture en suspens, sans que l'intrigue puisse jamais être comprise à l'intérieur d'un cadre stable, à l'instar d'un souvenir qui se recomposerait au fil du temps.
Chaque nœud hypertextuel, fragment détaché d'une totalité, pointe en effet vers un manque, totalité absente, mais néanmoins bordée par son entour, c'est-à-dire son cadre, ou plutôt un ensemble de bordures à la topologie complexe. Outre les cadres rectangulaires qui délimitent dans l'interface du logiciel StorySpace ce que Jay Boulter nomme a writing space, donc un espace d'écriture, portion d'espace où s'inscrivent et s'affichent textes et images, l'écran du logiciel de navigation se décomposait il y a encore peu en frames, donc ces cadres, ou écrans, avant même que les normes en vigueur n'en déconseillent l'usage, mais dont on conservera à l'esprit la résonance cinématographique, qui est gage d'une dynamique d'affichage par opposition à la statique de la page imprimée. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la configuration de l'interface à laquelle on est confronté, celle fin des années 80, début des années 90, ou la remédiatisation d'Afternoon sur le web actuellement disponible, mise en ligne par l'anthologie Norton, le regard se trouve de toute façon enchâssé dans un cadre à la bordure visible qui définit l'espace matériel de l'environnement hypermédiatique, lui-même travaillé par les traits du cadre invisible que tracent les hyperliens qui le parcourent. Les hyperliens sont pris dans une logique du double bind, du double bande, donc qui rend impossible la convergence des focales. Surface activable au sein du texte, les hyperliens rattachent potentiellement le dehors au dedans et, ce faisant, font éclater le cadre en détaillant une autre découpe possible, ce qui, de fait, ruine l'unité du dedans. Paraphrasant l'analyse que propose Derrida des souliers de Van Gogh dans La vérité en peinture, on est tenté de dire que l'hyperlien sépare l'interne de l'externe par une bordure elle-même doublant son trait et adjointant ce qu'elle partage. Tel l'œillet d'un soulier, l'écran se trouve pris dans le lacet qu'il semble pourtant comprendre comme sa partie lors d'un renversement des rapports métonymiques qui interrompt le cadre dans un débordement interminable du tout par la partie. La dichotomie texte-image, parce qu'on a quand même affaire aussi à un texte qui devient image dans ces cadres, ne peut non seulement se résorber dans un regard unifié qui serait à la fois lecture et contemplation, mais il se trouve, qui plus est, toujours déjà redécoupé par un hors-cadre fantôme dont l'imaginaire intertextuel n'est que très partiellement rendu sensible par le dispositif hypertextuel qui l'encadre. La traduction d'Afternoon requiert un cadre, certes, mais pris dans la variation continue de ses propres plis et déplis, ce qui revient en définitive à postuler, je cite Derrida, l'expulsion d'un parergone, la mise en régime d'extériorité, hors sens, fin de citation, pour pouvoir accéder à l'espace interstitiel mobile évoqué par Michael Joyce. Je reprends une citation de Michael Joyce sur donc ce terme encore un peu flou qui revient sans cesse dans sa théorisation de sa propre pratique, qui est le contour. Les contours sont la forme de ce que nous croyons voir au moment où nous le voyons, mais que nous ne savons avoir vu qu'après leur disparition, et que de nouveaux contours qui nous sont propres se forment alors par-dessus l'armature visuelle, la forme liminale, l'image rétinienne, image rémanente de ce qu'ils nous ont laissé. Du point de vue du traducteur, la part inassimilable de l'expérience de Peter, qui ne parvient pas à remonter jusqu'à l'événement traumatique, se doublerait de notre incapacité à pratiquer une double lecture cyborg pour remonter à la source même de l'œuvre, à savoir à articuler le code et la langue au cours d'une lecture appareillée, permettant de lire le code non seulement comme un texte, mais participant d'un récit à part entière. Or, sans même s'intéresser aux détails des lignes de programmation, on peut d'ores et déjà penser l'œuvre en termes de structure de données qui, selon la définition qu'en donne Lev Manovich, ne se situe pas au niveau du programme informatique tel qu'il est exécuté par la machine, mais relève de la manière dont l'utilisateur modélise ces structures. Voilà. J'emploie ce terme, donc cette idée de structure, en référence au niveau d'organisation des données, lequel est rendu visible et accessible à l'utilisateur et intègre dès lors la manière dont il modélise mentalement la création médiatique et les processus d'édition. Donc ce n'est pas une description correcte de la manière dont s'agencent les bases de données, dont se structurent les bases de données au sein de la machine, mais plutôt dont nous les modélisons mentalement.
Donc en 2001, Manovich annonçait déjà en fanfare un changement de paradigme majeur. La base de données aurait pris le pas sur le récit, privilégiant fragmentation et modularité sur la linéarité traditionnellement associée à l'écrit. Or, cette position a été critiquée entre autres par Catherine Hills, qui envisage plutôt le rapport entre récit et base de données sous l'angle d'une relation symbiotique. Cette seconde approche semble éclairer la double contrainte à laquelle se trouve soumis le traducteur cyborg, tiraillé entre deux formes de textualité, dont l'une échappe à la langue naturelle, mais relève néanmoins d'une tâche traductive, par certains aspects analogues au processus interlinguistique. En tant que le programme sous-jacent constitue un texte à part entière, on peut en effet parler d'une esthétique et d'une sémiotique, voire d'une poétique du code, dont la traduction se doit de garder ou d'inscrire à la trace, même si le sémantisme demeure une donnée somme toute périphérique dans la majorité des cas, à l'exception des commentaires intercalaires en langue naturelle, puisqu'il s'agit avant tout d'un instrument performatif qui met en branle la machinerie linguistique. S'en tenir à la seule interface n'est toutefois pas satisfaisant, dès lors que la traduction s'inscrit dans une entreprise de remédiatisation. Il faudrait, dans l'idéal, penser la traduction du texte en langue naturelle dans son rapport avec l'opération de transcodage qui en permet la migration d'un support à l'autre, ce qui en modifie de fait l'interface. À ce titre, Nick Montfort, là, pour le coup, conclut son étude portant sur une ligne de basique et ses divers transcodages en des termes qui ouvrent la critique du code sur une problématique inhérente à tout travail de traduction. Donc il nous dit « template n'est pas juste une ligne de code, elle définit un espace de variation possible ». Je pense que je vais sauter plusieurs pages et juste vous montrer un problème de codework. On a deux exemples de passages en Lisp qui apparaissent au sein de l'œuvre et qui posent des problèmes d'interruption du récit et de la langue dans son ensemble, parce qu'une fois qu'on se retrouve en tant que lecteur non spécialiste de Lisp, ce qui était tout à fait mon cas et qu'il est encore de toute façon, on perçoit ça comme une œuvre visuelle, un poème visuel éventuellement, mais pas comme quelque chose qu'on serait capable de décrypter. Et en tant que traducteur, il faut pourtant bien le traduire. Or, plusieurs problèmes se posent ici. D'abord, c'est un programme non exécutable, parce qu'il y a des fautes de syntaxe qu'on peut pointer. Tout en bas de l'écran, en remontant, on voit CRD state. L'instruction est fausse. Ça devrait être CDR state. Donc déjà, ça c'est une instruction fautive. Et il y en a une autre à un moment où on a un double guillemet qui fait que le programme devient inexécutable, mais je ne le vois pas là. Une première variation. Voilà comment ces lignes de code devraient être agencées ou un peu mieux agencées. Parce que Michael Joyce, dans l'exemple que je vous ai montré, ne respecte pas la hiérarchisation des lignes, donc ça rend la chose illisible. Pour comprendre le Lisp, on ouvre une parenthèse, on doit fermer une parenthèse. Donc on les numérote pour comprendre quelle est l'imbrication et quelles sont les relations des différentes lignes les unes par rapport aux autres. Donc là, voilà un effet de numérotation, je ne sais pas tout à fait juste. Enfin, la numérotation est juste, mais je ne sais pas exactement agencé comme ça devrait l'être. Mais on comprend un peu mieux l'imbrication des ensembles les uns dans les autres. Alors que si on regarde ça, on n'a pas du tout le même rapport à la ligne de programmation. Je reviens peut-être à ça. Il y a donc une volonté qui est à la fois d'ordre esthétique et poétique, qui consiste à opacifier le code en jouant sur l'espace de l'écran comme sur la surface d'une page. On peut également signaler ici la polysémie de car, qui est une instruction, mais qui nous renvoie à l'accident séminal de voiture, sans jamais nous y donner accès. J'ai déjà signalé les erreurs de notation, mais ces erreurs de notation me semblent, s'il y a une double, voilà, la double apostrophe, c'est quand vous voyez list go, il y a une double apostrophe devant le go. Si on a une double apostrophe, ça devient illisible. L'apostrophe signale qu'on appelle une fonction, qu'on crée une fonction. Si on en met une double, ça n'a pas de sens. Donc c'est inexécutable.
Donc pour moi, il s'agit sans doute d'une volonté délibérée de rendre le code illisible ou inexécutable par l'ordinateur, en intégrant de fait la panne ou l'obsolescence de la machine que constitue en soi le programme dans sa démarche esthétique. Donc ce serait prendre en compte l'esthétique de la ruine. Il y a deux écoles qui s'opposent sur cette question, celle du transcodage à tout prix, à tout crin, et on continue à faire vivre l'œuvre, et l'autre où on intègre la labilité du programme informatique et le fait qu'il va produire des glitches, donc des erreurs à l'écran et finalement devenir illisible, fait partie de l'œuvre en soi qu'on documente et dont il ne restera plus qu'un souvenir. Donc je reviens à ce que je disais avant. Donc l'émergence de ces deux passages en Codework a non seulement un effet disruptif dans la continuité du récit en langue naturelle, mais aussi d'un point de vue métafictionnel sur la réalisation du programme lui-même, dont la ruine ne saurait être reproduite à l'identique dans un autre langage de programmation. Michael Joyce programme en quelque sorte l'échec de notre lecture, tout en nous confrontant à un problème de traduction qui relève d'une poétique du code. La défaillance du code pointe vers l'impossibilité d'établir une quelconque vérité, alors que le programme ci-dessous nous tend le miroir de nos propres investigations hypertextuelles au fil des liens conditionnels, proposant ainsi une mise en abîme ironique de l'œuvre dans son ensemble. Donc très rapidement, je vais vous dire ce que j'ai compris grâce à un collègue de Paris 8, Harald Wertz quand même, à qui j'ai demandé son aide et qui enseigne le Lisp. Donc si on prend chaque ligne, setQ attribue une valeur à la variable middle, laquelle serait modifiée dans un premier temps en appliquant la fonction append. Append affecte deux arguments ici. Le premier étant l'expression commençant par mapcar, le deuxième étant l'expression t go lose. C'est pour cela que les expressions, vous voyez donc des expressions conditionnelles qui sont incluses dans le programme et qui nous renvoient au fonctionnement même de l'œuvre, qui sont marquées par cond, C-O-N-D, signifie si, alors, tout simplement, c'est une expression logique. Or, ces expressions nous renvoient systématiquement, quoi qu'il arrive, à la fin du programme, de l'exécution du programme, à si ce qu'on obtient est vrai, c'est-à-dire si on obtient un résultat, T a pour valeur, c'est l'abréviation de truth, ou true, qui n'a rien à voir avec une vérité, mais juste à l'obtention d'un résultat, alors on se rend quelque part, sans doute dans la liste qui est composée par body, le corps, à l'étiquette marquée par lose. Et là, on peut avoir toute une interprétation autre que l'interprétation du programme, qui est chaque fois que nous essayons de suivre un lien conditionnel et de retrouver un certain nombre d'éléments qui appartiendraient à truth, donc la vérité, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous serons renvoyés à l'étiquette go lose. Donc c'est un échec patent de toute tentative de recomposition du programme ou du texte. Donc ce que j'en comprends, c'est que la vérité entre guillemets de l'accident est tout entière contenue dans une variation continue qui modifie à son tour le point de vue du sujet, mais aussi sa propre construction machinique, et qui se situe avant tout dans la perte ou plutôt dans la déprise. Quelque chose comme l'impossibilité de rendre compte de ce qui, après tout, n'aura jamais eu lieu, et nous entraîne dans une nouvelle boucle récursive jusqu'à l'épuisement du sujet. Le sujet étant l'objet dont on parle, et nous, lecteurs-traducteurs. J'arrive à ma conclusion, qui est une citation de Michael Joyce. L'achèvement, comme dans toute fiction, est une qualité suspecte. Bien qu'elle soit ici rendue manifeste, quand l'histoire n'avance plus, ou qu'elle tourne en boucle, ou encore que vous en avez assez des cheminements, c'est l'expérience de lecture qui prend fin. Même alors, il pourrait y avoir plus de possibilités que vous n'en conceviez au départ. Un mot n'ayant rien cédé à première lecture peut vous conduire ailleurs si vous le sélectionnez lorsque vous rencontrez de nouveau la section. Et ce qui parfois semble former une boucle, comme la mémoire, peut partir dans une autre direction. Il n'y a point de façon simple de le dire. Lire, écrire, penser avec et par l'autre, avec et par la machine, replacer, voire déplacer le sujet dans le réseau,
Pousser la subjectivité individuelle au dehors, dans le chaos des associations libres et contingentes qui la dissouent ou la diffusent, la rendent étrangère à elle-même, ou je, littéralement, cédant au collectif et aux agencements qui l'emportent, et l'autre, toujours. Voilà ce qu'est notre travail de traduction. Et je termine en citant encore Michael Joyce. Nous construisons le texte électronique à travers nos choix, mais nous ne parvenons à savoir ce que nous avons écrit qu'en comprenant le choix des autres. Pour saisir les 0 et les 1 qui composent la musique de nos sphères, il faut entrer dans le réseau. La culture du réseau est comme l'écriture scientifique de Latour, plus sociale que les liens sociaux soi-disant normaux. C'est à partir de la troisième personne que nous comprenons ce que nous avons écrit à la première, mais seulement à travers le processus consistant à lire la deuxième personne. La culture électronique nous éloigne non pas du familier, mais du privilège d'isoler l'individualité. Penser, c'est voyager. Voyager, c'est devenir volontairement étranger. Et je vous remercie.